De la princesse à dos de taureau à la communauté de destin, l'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille, la folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoir et de questions. Notre Europe, quelle histoire! De nos jours, l'Europe est intimement associée à l'idée de liberté. Mais à quoi ou à qui le doit-elle? À la France, aux Lumières, à la volonté du peuple? Peut-être à l'Amérique. Ou à un certain Napoléon? La liberté en Europe, mythe ou réalité? La statue de la liberté porte le nom d'une déesse romaine, Libertas. Mais attendez, quelque chose ne va pas. Pourquoi est-elle aussi petite? Et pourquoi voit-on la tour Eiffel à l'arrière-plan? Parce que cette statue de la liberté se trouve non pas à New York, mais à Paris. La dame a été offerte aux États-Unis d'Amérique par le peuple français. La liberté serait donc un don des Français aux Américains? Replongeons-nous dans les années 1770-1780. Dans les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord, une chose incroyable se produit. Les idées des Lumières, énoncées en Europe, sont mises en application pour la première fois, dans la lutte pour l'indépendance. Mais pourquoi les Américains veulent-ils leur indépendance? L'Angleterre, pays natal de nombreux Américains, croule sous les dettes. La guerre de 7 ans a vidé les caisses. La couronne décide alors de mettre à contribution les colonies dont l'économie se porte bien et augmente les taxes, entre autres sur le thé. Payer encore plus de taxes aux Anglais de la lointaine Europe? Les Américains se rebiffent. Un groupe de colons grimpe à bord de 3 navires anglais ancrés dans le port de Boston et jette à l'eau toute la cargaison de thé. La Boston Tea Party sera le déclic de la guerre d'indépendance américaine. Et qui accourt pour prêter main forte aux colons américains? Les Français, Marquis de Lafayette en tête. Pour le roi de France, c'est une occasion rêvée de prendre sa revanche sur l'ennemi héréditaire. Pour les insurgés américains qui souhaitent se délivrer du joug britannique, les Français sont des alliés déterminants. Au prix de très nombreuses victimes, cette guerre marque l'acte de naissance de la première démocratie moderne et l'avènement des libertés individuelles. Pour remercier Lafayette de son soutien, les Américains érigent un monument en son honneur à Washington, la capitale. Plus tard, ils rendront l'appareil à leur allié historique. Lafayette, nous voilà. La formule deviendra la devise des soldats américains lors de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France. Une façon de régler leurs dettes à ceux auxquels ils doivent leur liberté? La guerre d'indépendance américaine inspire les mouvements de libération qui vont éclore en Europe. Le roi de France n'avait pas songé que la liberté pouvait être contagieuse.
1789. 13 ans après les Américains, les Français montent sur les barricades pour protester contre des taxes qui les étouffent. L'engagement militaire en Amérique a provoqué une inflation générale. Le prix du pain a flambé. Qu'est-ce que vous voulez? Ne touchez pas à ça! Les soldats ont reçu l'ordre de réprimer les émeutes, mais ils s'y refusent. Ils fraternisent avec la population, portée par l'esprit de liberté et de démocratie. La Révolution française est en marche. C'est un coup de tonnerre et le début de la fin de la monarchie la plus fastueuse du vieux monde. Le peuple s'empare du pouvoir et se constitue en Assemblée nationale, qui sera la pierre angulaire de la première démocratie moderne d'Europe. Liberté, égalité, fraternité. Ce que les Américains ont fait, les Français peuvent le faire en mieux. Après tout, la France est le pays des Lumières. Mais concrètement, toute hiérarchie est abolie. On ne dit plus madame ou monsieur, mais citoyen ou citoyenne. Même le roi Louis XVI est désormais considéré ainsi. L'Assemblée nationale sert de modèle à tous les parlements d'Europe. Un seul programme, parler. Que ce soit en italien, en espagnol, en portugais, en anglais ou en allemand, on discute, on débat, on confère. Bon, d'accord, nos démocrates se laissent parfois emporter par leurs émotions. Mais globalement, les représentants du peuple parviennent à se maîtriser. Lors de l'organisation d'un vote à l'Assemblée nationale constituante, les députés défendant les intérêts révolutionnaires s'assoient à gauche et les conservateurs à droite. Un clivage politique toujours d'actualité ? Ça, c'était l'époque où on pouvait encore distinguer la gauche de la droite. Aujourd'hui, les socialistes pactisent avec le capitalisme et les conservateurs jettent leurs traditions par-dessus bord. On s'y retrouve plus. On s'y retrouve plus. Entschuldige bitte, ich denke, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Die Zeiten sind kompliziert geworden. Ich finde, es passt, dass Politiker aus ihren Schubladen klettern, um in alle Richtungen zu denken. Bah, non, ça, c'est encore un argument à la noix, franchement. Avoir de l'ouverture d'esprit. Tu parles, ça veut surtout dire être capable de retourner sa veste, ouais? Also ich habe einen eigenen Standpunkt. Ah bon? C'est quoi cet avis? Plutôt à gauche, plutôt à droite? Mitte. Ganz entschieden Mitte. Le marquis de Lafayette est élu député à l'Assemblée nationale. Prenant exemple sur les États-Unis, il fait planter des arbres de la liberté, notamment des peupliers. Ces arbres dont le nom a la même racine et la même consonance que le mot peuple. Les arbres de la liberté deviendront plus tard le symbole de la République française, ainsi que des produits d'exportation très lucratifs grâce à l'armée révolutionnaire française. Il n'y a pas qu'en France que les monarchies s'effacent devant des républiques. Les souverains absolus d'Europe sont horrifiés, surtout que les Français ne font pas les choses à moitié. À l'Assemblée nationale, les premières lois fondamentales sont adoptées sans encombre. Le marquis de Lafayette, encore lui, propose un projet de texte qui va changer la face de l'Europe et poser un jalon dans l'histoire de notre continent. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Les droits de l'homme et du citoyen ne sont pas une invention européenne. La première déclaration des droits de l'homme a été écrite par les Américains. Mais celle de 1789 en France a une telle force symbolique qu'elle se diffuse à travers toute l'Europe. Et même si très peu de pays européens la reprennent à leur compte, la nécessité de défendre les droits de l'homme au sein d'un État fait son chemin dans toute l'Europe. En 1950, alors que le spectre de la Seconde Guerre mondiale hante encore tous les esprits, le respect des droits de l'homme devient la jauge des libertés en Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg depuis sa création en 1959, est chargée de rappeler à leurs engagements les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, elle veille sur les droits de 800 millions d'Européens. Forte de cette institution, l'Europe n'hésite pas à se considérer comme un bastion des droits de l'homme. Une revendication qui ne résiste pas toujours à l'analyse. Ces droits sont en effet régulièrement foulés aux pieds. Traquer et dénoncer publiquement leurs violations est la mission d'Amnesty International. La protection des droits de l'homme en Europe a atteint son plus haut historique le 10 septembre 2001. Depuis les attentats qui ont eu lieu le lendemain, mais aussi en raison d'autres événements, le plus récent étant la crise des réfugiés, les dirigeants européens sacrifient de plus en plus la protection de ces droits au profit de la sécurité, du contrôle aux frontières ou du maintien d'un illusoire statu quo. Jusqu'au 11 septembre 2001, les pays occidentaux semblaient placer le respect des droits de l'homme au-dessus de tout. Depuis, la situation a bien changé. Les États-Unis, berceau des droits de l'homme, ne cessent désormais de les bafouer. Et ils ne sont pas les seuls. En Europe aussi, ils sont de plus en plus rognés. En pleine crise des réfugiés, beaucoup d'Européens ont du mal à admettre que tous les hommes sont égaux. Comment l'Europe peut-elle traiter dignement les réfugiés à ses frontières tout en garantissant sa sécurité? Comment peut-elle lutter contre le terrorisme sans sacrifier ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité? Faire en sorte que les droits humains constituent un ciment social, un socle pour un vivre ensemble respectueux et tolérant, nécessite un travail constant. Les dirigeants et les sociétés civiles doivent s'impliquer en permanence dans ce processus. Peut-être que notre engagement n'est pas suffisant ou pas assez fort par rapport à ce qu'il a été. Dans la pratique, les droits de l'homme et du citoyen concernent au départ, avant tout, une moitié de l'humanité. Pendant la Révolution, Olympe de Gouges se bat pour que les femmes puissent aussi en profiter. Les femmes naissent et demeurent libres et égales en droit aux hommes. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'Assemblée nationale n'est pas aussi enthousiaste. La politique demeure une affaire d'hommes.
Naja, das hat ja wohl noch nicht so ganz geklappt, die Sache mit den Frauenrechten. War es schmählich ausgebuht? Vielleicht hätte die gute Olympe sich den Spruch mit der Guillotine verkneifen sollen. Olympe de Gouges qui disait « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune ». Ça, les hommes de l'Assemblée nationale l'ont très mal pris, ils l'ont finalement envoyé directement sur l'échafaud. Ja, irgendwie kommen wir Frauen bei Revolution nie richtig vor. Was meinst du, ob es uns generell an Revolutionskompetenz fehlt? Non, c'est absurde. Tu veux mon avis? Sur ce coup-là, on n'a pas été assez futés. On aurait dû simplement déployer notre attirail féminin. Tiens, par exemple, pense à la stratégie de Lysistrata. Welche Strategie ist das? Lysistrata. Ça vient de l'héroïne d'une comédie antique éponyme qui parvient à arrêter une guerre en appelant les femmes d'Athènes et de Sparte à faire la grève du sexe. Subitement, crois-moi, les hommes deviennent beaucoup plus raisonnables. Make love, not war. Sehr schlau. Ja, aber wir haben die Männer ja auch so zur Vernunft gekriegt. L'inégalité homme-femme a longtemps persisté. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, soit un bon siècle après Olympe de Gouges, que les femmes obtiennent de haute lutte ce qui semble aujourd'hui aller de soi. Le droit de vote, mais aussi celui d'être élu. De Margaret Thatcher, la Dame de Fer, à la chancelière allemande Angela Merkel. Aujourd'hui, les femmes aussi sont des cadors de la politique. Ces doubles des femmes d'État ont une apparence un peu rigide, mais pour une photo, c'est parfait. Cette habitude de faire des statues de cire de nos dirigeants politiques remonte à l'époque de la Révolution française. Même si, à l'époque, ces statues ne sont pas aussi flatteuses. Ces visages ensanglantés du roi de France et de sa famille, qu'est-ce que cela signifie ? La femme qui a créé ces visages s'appelle Marie Tussaud. Professeure d'art à la cour, elle est embastillée après le renversement de la monarchie. La liberté, l'égalité et la fraternité, jetées aux oubliettes. C'est le règne de la terreur, pas de la démocratie. Bientôt, il suffit de dire par mégarde « madame » ou « monsieur » pour être considéré comme un traître. Comme c'est pratique que l'Assemblée nationale ait aussi démocratisé la peine de mort. Jusqu'à présent, les gens du peuple étaient pendus, roués ou écartelés. La décapitation était réservée aux nobles. Mais maintenant que tous les hommes sont égaux, la même peine doit s'appliquer à chacun. La décapitation pour tous. Quel progrès! Mais décapiter, ça fatigue les bras. On invente donc une machine à couper les têtes, la guillotine. Le couperet tombe et hop, panier! Des milliers de têtes seront ainsi tranchées. Le roi Louis XVI lui-même rejoint la cohorte des victimes de la nouvelle machine à décapiter. La reine Marie-Antoinette subit le même sort quelques mois plus tard. On propose à Marie Tussaud un marché macabre. Qu'elle réalise les masques mortuaires des membres de la famille royale fraîchement décapités et elle pourra garder sa propre tête sur les épaules. Le succès est immédiat. Habile entrepreneuse, Madame Tussaud ouvre un musée de cire à Londres. Depuis, les têtes de la famille royale de France, qui constituent la base de sa collection, ont été remisées au fond de la cave. Elles attirent moins les foules que la famille royale d'Angleterre, par exemple. Qui voudrait sa photo avec une tête sanguinolente dans son album de famille? En Europe, le combat pour la liberté ne débouche pas, comme en Amérique, sur l'indépendance, mais sur une nouvelle ère d'oppression. Napoléon Bonaparte se pose en libérateur. Il promet à son peuple de mettre en pratique les idéaux révolutionnaires pour, dans la foulée, se faire couronner empereur d'une France nouvelle. Mais son ambition ne s'arrêtera pas là. Il voudra aussi gouverner toute l'Europe.
Napoléon étend son empire à l'ensemble du continent. Il y répand les acquis de la Révolution française, mais en retour veut imposer sa suprématie. Et les peuples d'Europe? Ils acclament leur libérateur et, dans un premier temps, lui laissent les coudées franches. Napoléon renverse les monarchies européennes et comme il ne peut pas être partout à la fois, il installe des membres de sa famille sur les différents trônes pour consolider son pouvoir. En ce début de 19e siècle, l'Europe est à la botte de la famille Bonaparte. Warum hat sich Napoleon von seinem Hofmaler stets heroisch hoch zu Ross abbilden lassen? Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que tu vas bientôt nous l'expliquer. Richtig, damit nicht auffiel, dass er so klein war, gerade mal 1,68 und hatte schlimme Minderwertigkeitskomplexe deswegen, der arme Kerl. Non mais ça n'a rien à voir avec la taille, c'est une question de personnalité. En plus, c'est pas le premier seigneur à se faire tirer le portrait assis sur un cheval. Das vielleicht nicht, aber vermutlich der Erste, der im realen Leben lieber auf einem Maultier ritt, weil er mit Pferden nicht klarkam. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine se fait photographier en train de pêcher les plus gros poissons, d'attraper les tigres de Sibérie et du haut de son cheval. Est-ce que ça te plaît plus parce que ce sont des photos? Ist mir eigentlich egal, aber ein Body hat er, der Typ. Alle Achtung. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes politiques compensent les quelques centimètres qui leur manquent ou toute autre lacune par une mise en scène grandiloquente de leur pouvoir. Napoléon compense surtout par ses conquêtes. Il unifie l'Europe par la violence et impose une nouvelle législation commune, car l'empereur des Français tient ses promesses. Le Code civil est imprégné des idéaux révolutionnaires, liberté et égalité devant la loi pour tous les citoyens. Tous? Vraiment? Non, avouons-le, surtout pour les hommes. Pour certains droits, les femmes devront encore attendre. Le Code civil est resté la base du droit français et de celui de la plupart des pays européens. Napoléon serait content s'il voyait ce qu'est devenu l'Europe, non? Qu'en penserait-il? Napoléon dirait « Unissez-vous ». C'était son grand projet pour l'Europe. Il réformerait les institutions de l'Union européenne et troquerait le soft power, la puissance douce, contre une forme d'exercice du pouvoir plus coercitive, le hard power. Il se dépêcherait aussi de créer une armée européenne. Il n'aurait jamais accepté notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et il serait horrifié par la lourdeur de l'appareil administratif européen. Ça lui donnerait des cauchemars. Au début du 19e siècle, Napoléon est la mesure de toute chose au sens littéral du terme. Il impose les unités de mesure françaises dans toute l'Europe. Le litre, le mètre, le kilogramme sont un héritage de l'empereur des Français, devenu la norme dans le quotidien actuel de chaque Européen. C'est aussi grâce à Napoléon que les aliments en boîte se sont généralisés en Europe. Des repas prêts à consommer, qu'il suffit de réchauffer, qui se conservent indéfiniment et qui ont toujours le même goût. En revanche, le contexte dans lequel ils sont apparus n'a rien de ragoûtant. Sur certains champs de bataille, la famine et les aliments avariés tuent plus de soldats que les combats proprement dits. L'invention de la conserve est censée y mettre un terme.
Même s'il faudra attendre encore quelques années l'invention de l'ouvre-boîte, la conserve en métal est bien partie pour conquérir la planète. Grâce à elle, on s'approprie des territoires mais aussi des spécialités culinaires. La Première Guerre mondiale, dit-on, n'aurait jamais pu avoir lieu sans la boîte de conserve. Elle serait une arme plus meurtrière que la mitrailleuse. Grâce à cette innovation, Napoléon enchaîne les campagnes victorieuses. Jusqu'au jour où les peuples d'Europe se rendent compte qu'en réalité, leur libérateur est un despote. Un homme qui bâtit son empire sur des monceaux de cadavres. Un homme qui veut supprimer la diversité des peuples sous prétexte d'unir l'Europe. Dans ce cas, autant renoncer à une Europe unie et revenir à ses valeurs nationales. Napoléon est entré en politique avec l'idée de bâtir un empire mondial. C'était aussi la raison d'être de ces guerres. L'Europe est véritablement devenue un empire napoléonien. Mais Napoléon est aussi l'empereur des Français, et son règne fait germer l'idée de nation au sein de l'Europe. C'est-à-dire qu'il fédère l'Europe et qu'en même temps, il réveille un esprit de résistance nationaliste. L'éveil des nationalismes déchaîne des forces jusqu'alors insoupçonnées. À Leipzig, en octobre 1813, une coalition de plusieurs nations livre un combat sans précédent pour démanteler l'empire de la famille Bonaparte. La bataille des nations. « 200 ans plus tard, des milliers d'Européens participent à la reconstitution de la bataille de Leipzig, qui initie la défaite de Napoléon et un tournant de l'histoire européenne. L'Europe se libère de son libérateur. Napoléon a échoué. Apparemment, la violence n'est pas le bon moyen pour unir durablement l'Europe. Y parviendra-t-on en temps de paix ? Ce que la plupart des Européens retiennent du règne de Napoléon, c'est une longue et douloureuse période de guerre. Bonaparte a laissé une empreinte politique avec le Code civil et beaucoup d'autres innovations constitutionnelles. Mais ce qui a le plus meurtri le commun du peuple dans sa chair, c'est la guerre. D'où une volonté, après cette période, de bannir définitivement les conflits armés en Europe. Bannir la guerre, les monarques ne demandent pas mieux. Avec la fin de l'ère napoléonienne, ils reprennent le dessus. En 1814, ils se rencontrent au Congrès de Vienne, sorte de sommet européen tel que nous les connaissons mais au XIXe siècle, pour redessiner la carte de l'Europe sous l'égide du prince de Metternich, chancelier d'Autriche. Il ne semblerait pas pouvoir être plus coupé des réalités. Tandis que le peuple pense ses blessures, les diplomates et la bonne société viennoise n'en finissent pas de s'amuser. Les fêtes et les divertissements sont les seuls ordres du jour. Les bals et les mondanités tiennent lieu de négociations et l'art de la diplomatie se double de tractations dans le boudoir. Le congrès danse mais n'avance pas. Les pourparlers s'éternisent durant des mois. Chaque pays représenté veut au moins conserver son territoire à défaut de l'agrandir. L'issue du congrès est peu surprenante et bien moins reluisante que les figurines en masse-pain veulent nous le faire croire. La monarchie est restaurée. L'Europe tente de revenir à l'ordre d'avant la Révolution française. C'est un bond en arrière. Certes, l'acte du Congrès de Vienne entérine une paix ardemment désirée, mais il est aussi et surtout le préambule d'une nouvelle oppression. Les droits de l'homme régressent.
comme la liberté d'opinion. Celui qui ouvre la bouche est jeté en prison. Au départ, ce programme d'intimidation atteint son but. Une grande partie de la population se détourne de la politique et se retranche dans la sphère privée. C'est dans ce contexte que le romantisme venu d'Allemagne va s'épanouir aux quatre coins de l'Europe. Au diable les lumières et la raison. Place au sentiment, à la magie, au mysticisme, au surnaturel et au merveilleux. Caspar David Friedrich est le peintre emblématique de ce mouvement. Bon, on pourrait peut-être passer à autre chose, non, maintenant, là? Ja, gleich. Findest du das nicht auch erhaben? Dieses romantische Meisterwerk, wie Caspar David Friedrich es schafft, allein durch die Farbe des Abendhimmels eine Seelenlandschaft zu erstellen, die uns eine religiöse Ahnung von der Unendlichkeit... Figure-toi que le ciel, il a cette couleur parce que c'est exactement comme ça qu'il était à l'époque. En 1815, une éruption volcanique gigantesque a eu lieu en Indonésie. Et ce sont les particules dans l'atmosphère qui ont donné ces nuances au coucher du soleil. Tout s'explique scientifiquement. Okay, für Romantik hat sie nicht viel übrig. Et pourquoi? Je devrais, franchement. Âme, sentiment, infini, bon sang, mais quand on pense que nos esprits des Lumières comme Descartes, Voltaire se sont donné tant de mal pour enfin tout rationaliser et paf, moins de 100 ans plus tard, les romantiques débarquent et replongent tout le monde dans le brouillard. Aber es gibt wunderschöne romantische Gedichte. Das Lied von Heinrich Heine zum Beispiel, die Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Bah, ça veut tout simplement dire qu'il était complètement dépressif et qu'il aurait dû consulter. Okay, du kannst einem wirklich alles verderben. Dankeschön. La peinture, la poésie, mais aussi la musique, annoncent des temps nouveaux. La triade magique du classicisme viennois, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn et Ludwig van Beethoven. Leur œuvre musicale fait la part belle à l'émotion, mais n'est pas apolitique pour autant. Beethoven en particulier a un message à faire passer. Le Viennois d'adoption est un enfant de la Révolution française dont il refuse de laisser s'éteindre la flamme. Il décide, malgré une surdité qui s'aggrave, de faire une œuvre militante. C'est ainsi qu'il met en musique un poème de Friedrich Schiller, un hymne à la fraternité humaine, l'Ode à la joie. Le monde entier lui en sera reconnaissant. Joué de Kinshasa au Congo, en passant par Nuremberg en Allemagne jusqu'en Russie et en Chine, depuis 1985, c'est l'hymne officiel de l'Union européenne. Chaque année à Osaka, au Japon, le dernier mouvement de la 9e symphonie est chanté par 10 000 choristes amateurs. L'Ode de Beethoven véhicule des valeurs universelles. Lors de la première à Vienne en 1824, son triomphe est loin d'être écrit. La 9e n'est tout de même ni plus ni moins qu'un appel à la lutte contre tous les Metternichs de cette époque. Elle porte haut l'idéal de la Révolution française et son message tonitruant. Tous les hommes deviennent des frères. Même si, en raison de sa surdité, Beethoven n'a jamais pu l'écouter, c'est notamment cette symphonie qui le fera passer à la postérité. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel war. Brüder.
Pourquoi juste frères? Elles sont passées où, les sœurs? Naja, was hast du erwartet? Schiller ist ja nicht nur einer unserer großen deutschen Nationaldichter. Er wurde damals auch von der französischen Nationalversammlung zum Ehrenbürger ernannt, wegen seiner Verdienste um die Revolution. Und das Motto der Revolution lautet nun mal Liberté, Égalité, Fraternité. Tu parles. Et c'est censé être notre hymne européen. Bah, l'égalité des sexes, c'est pas gagné, hein? Letztlich geht's ja um die Musik und die ist revolutionär, oder? Oder. C'est surtout bruyant. En même temps, tu me diras, il était déjà presque sourd quand il a écrit ça, non, Beethoven? Hein? Sourd. Ah. La musique ressuscite la Révolution. À Bruxelles, c'est un opéra qui met le feu aux poudres. L'œuvre programmée, La Muette de Portici, raconte la révolte d'un peuple contre ses oppresseurs. L'actuelle Belgique est alors sous la tutelle des Pays-Bas. Le public belge, qui se sent opprimé, s'identifie aussitôt au personnage. Lorsqu'un des chanteurs crie vengeance en brandissant une hache, les Bruxellois bondissent de leur siège. Au cri de « Vive la liberté » et « Abat le roi », les spectateurs envahissent la scène et sortent dans la rue où l'insurrection se généralise. Elle débouchera sur l'indépendance de la Belgique. L'épisode de La Muette de Portici illustre parfaitement la façon dont l'opéra peut échauffer les esprits et pousser les populations à la révolte. Mais il faut garder une distance critique. Cet incident est certes attesté par des sources historiques, mais l'opéra a-t-il réellement été le déclencheur de la Révolution? Il faut savoir que le bâtiment pouvait contenir 1200 personnes. Je doute que 1200 personnes dans la rue soient en mesure de renverser une monarchie ou de provoquer une révolution. Mais c'est une belle image, ces gens touchés par la musique et les paroles de l'opéra et qui décident spontanément de changer le monde. C'est une image fantastique. Plus fantastique encore, la révolution qu'on croyait éteinte s'embrase de nouveau. Partout en Europe, les anciens régimes se délitent. Les peuples empoignent la liberté à pleine main. L'année 1848 devient le printemps des peuples. Tous revendiquent le droit à disposer d'eux-mêmes ou réclament au moins un supplément de liberté et de démocratie. Leurs espoirs seront brisés. Les mouvements révolutionnaires sont écrasés les uns après les autres. Le pacte qui unit les souverains européens depuis le Congrès de Vienne est indestructible. Malgré les rivalités, ils se liguent pour empêcher le peuple de s'emparer du pouvoir. On a vu où cela menait. Plutôt que de subir le sort du roi de France, assassiné par le peuple insurgé, ils préfèrent tirer sur le peuple. Les révolutions de 1848, c'est un des plus beaux épisodes, je trouve, de l'histoire européenne et en un sens aussi les plus tristes. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'Europe des nations ou le grand rêve des nations, c'est-à-dire que les pays qui s'émancipent et qui se dotent d'un nouveau régime se conçoivent aussitôt comme des parties prenantes d'un ensemble plus grand qu'est l'ensemble européen, reposant lui-même sur les valeurs de liberté, de démocratie, de tolérance qui avaient été proclamées par les uns et par les autres. Le printemps des peuples, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et un printemps, c'est une belle saison. L'Europe d'aujourd'hui est synonyme de liberté, de paix, de démocratie et de tolérance. Mais pour combien de temps encore? Nous sommes peut-être en train de reconstruire certaines barrières que nous avions abattues. La cohabitation pacifique des nations européennes est mise à mal par la peur du terrorisme. Et plus que le terrorisme lui-même, c'est cette peur qui menace nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. On en est venu à redouter cette liberté,
dont on déplorait l'absence au XIXe siècle. C'est ce qui a poussé des millions de personnes à partir loin de l'Europe, dans le pays qui a érigé la liberté en valeur suprême, l'Amérique. Au début du XXe siècle, 50 millions de personnes avaient quitté une Europe moins libre pour émigrer aux États-Unis. Au moment où certains quittent l'Europe, suite à ces révolutions avortées, l'Angleterre connaît une vraie révolution. Une révolution qu'aucune monarchie au monde ne saurait ni ne voudrait arrêter. La révolution industrielle. Elle va faire basculer les peuples dans une ère nouvelle, rien que par la force de la vapeur. Les Britanniques révolutionnent les outils de production plutôt que renverser le trône. Mais pourquoi? Est-ce parce que la reine partage le pouvoir avec le peuple? Contrairement à ses homologues européens, elle n'a rien à craindre pour sa tête. Schon schräg. Ausgerechnet eine Monarchie erweist sich als fortschrittlicher als alle Revolutionäre Europas. Et comme par hasard, qui donc dirigeait l'Angleterre à l'époque? Pas un roi, not a king, a queen. Weibliche Thronfolge. Da sagen wir als Frauen doch mal ganz unbescheiden, gute Wahl, Britannia. Tous les hommes deviennent frères. Mais c'est une femme qui transforme l'Empire en puissance mondiale. Derweil spielen die Jungs auf dem Kontinent ihre Sandkastenspiele um die Vormachtstellung. Und das geht wie immer schief. Plus précisément, il mène l'Europe tout droit vers sa première grande catastrophe.